Plusieurs d'entre vous brûlent d'envie de voir le matériel de la solution finale de la référence GPS. C'est justement ce que je vous montre aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Vous visionnez présentement la 4e vidéo de cette série de création d'un système de référence, donc un étalon 10 MHz, piloté par GPS. Dans la 3e vidéo, la numéro 523, j'ai bouclé la boucle d'asservissement du FLL en calculant une correction de fréquence à la fin d'un cycle d'échantillonnage et en appliquant cette correction à l'OCXO via un DAC. Vous ne vous rappelez pas de tout cela? Eh bien, c'est peut-être que vous n'avez pas visionné les vidéos précédentes de la série avant celle-ci. Et vous devriez le faire. J'inclus un lien vers la série de vidéos dans la description ci-dessous. Alors, j'ai démontré la viabilité de la solution, par étapes, avant de m'investir davantage dans le projet. Je voulais donc par la suite développer la solution matérielle finale du système. Et c'est ce que je vais décrire aujourd'hui dans une vidéo qui dépasse à nouveau les 40 minutes. Alors, équipez-vous d'un stimulant caféiné car c'est parti pour le matériel. Alors à ce stade-ci dans le projet, ce schéma bloc ne devrait pas être une surprise pour vous, vous devriez le comprendre déjà. C'est l'essentiel du système. Bon, il y a des petites choses que je n'ai pas mises, comme par exemple, je n'ai pas montré une sortie de 1 PPS aussi, mais dans le schéma, vous allez voir, j'en ai ajouté une. Mais ça, c'est l'essentiel du fonctionnement. On a donc un récepteur tampon qui prend notre 10 MHz. Le 10 MHz, on va le distribuer à l'extérieur en plusieurs sorties. On l'envoie aussi évidemment au microcontrôleur. Le microcontrôleur, lui, va s'occuper de faire le compte et en fonction du compte 10 MHz versus le 1 PPS reçu par notre module GPS, bien, il va, après un certain temps, accumuler une erreur, une différence de fréquence entre le nominal et ce qu'il a mesuré, et il va faire une compensation à travers un DAC et un étage de décalage et de gain si nécessaire sur la tension d'ajustement V-Tune de notre OCXO. Alors, le système, c'est une boucle FLL, et en plus, bien, on aura ici possibilité de monitorer le comportement du système et faire des configurations à partir d'un PC, d'un ordi. Et il y a une LED qui est optionnelle si vous voulez la voir, qui va clignoter au rythme du PPS essentiellement. Alors ça, c'est notre schéma bloc. La première page, c'est un peu au niveau hiérarchique, c'est une page vue du haut. Hein. Alors on a nos 3 blocs vue du haut. Et on a les alimentations. Étant donné que les alimentations sont envoyées à plus d'un bloc, ben, j'ai choisi de les mettre sur le niveau d'en haut, si vous voulez, le haut de la hiérarchie. Essentiellement, il y a 2 alimentations. Il y a 2 alimentations de plus 5 volts. Donc, 2 régulateurs de plus 5. Et il y en a un qui est exactement 5 volts. C'est pour la partie digitale, numérique, tout ce qui est haute vitesse, incluant le microcontrôleur. Et il y aura une branche séparée qui sera la partie de la tension analogique, un 5 volts qui ne sera pas tout à fait 5 volts. Ça va être un petit peu plus haut parce qu'on soulève la broche de mise à la masse sur le régulateur. On la soulève, cette broche, au niveau de la tension, l'équivalent d'une diode Zener. Ici, j'ai mis un boîtier double de diode Zener, mais ça pourrait être juste une, ça serait correct. Là, il y a différentes versions disponibles. Je suggère la BAT54. En différentes versions. Dans ces 3 versions, vous aurez au moins une diode qui va être ici dans le chemin et qui va soulever environ 5,3, 5,35 la sortie. On veut que ce soit un petit peu plus haut que 5 volts parce qu'on veut que notre circuit, entre autres le DAC, fonctionne entre 0 et 5. Donc, on se donne un petit peu de marge sur les alimentations. On ne veut absolument pas dépasser 5,5 par contre, qui est le maximum du DAC. Alors, alimentation externe, on lui fournira, je vous dirais, entre 7 et 9 volts. C'est vraiment l'idéal. Plus que 9, les régulateurs, entre autres le régulateur digital ici, lui, il n'est pas très chargé. Là. Mais le régulateur digital, il va commencer à chauffer un peu plus parce que la quantité de cuivre disponible sur la plaquette n'est pas très grande. Donc, je vous dirais entre 7 et 9 volts, c'est vraiment l'idéal pour alimenter le circuit. Il y a des alimentations externes qui pourraient être requises dépendamment du type d'OCXO que vous utilisez. Alors, les ampli-hop devront être alimentés avec des alimentations qui tiendront compte
de la fameuse tension V-Tune pour ajuster notre OCXO. Alors, entre 0 et 5 volts, ajustement V-Tune, ça, il n'y a aucune difficulté. On a tout ce qu'il faut sur la plaquette. Cependant, si on veut faire des ajustements de tension plus élevés, par exemple 0,8 ou 0,10 ou moins 5 à plus 5, certains OCXO prennent cela, bien là, il faudra que vous ameniez des alimentations extérieures. Autre point, l'OCXO en aucun moment ne devrait être alimenté par ces régulateurs ici. Les alimentations intégrées à la plaquette sont uniquement pour les circuits de la plaquette. Votre OCXO, que ce soit 5 volts, 12 volts ou autre, devra être alimenté avec un régulateur externe à la plaquette qui sera probablement monté sur le boîtier, étant donné qu'un OCXO, ça consomme beaucoup de courant, surtout au départ. Donc, n'utilisez pas les régulateurs ici sur la plaquette parce qu'ils ne sont pas conçus pour alimenter ces grosses charges. Maintenant, on va regarder les 3 blocs. Je vais commencer à gauche ici, tiens, pourquoi pas. Alors, c'est la section détection et distribution du 10 MHz. La section de détection, vous l'aviez un peu vue dans la première vidéo, en fait, c'était la deuxième vidéo de la série, mais j'ai changé le circuit intégré. J'ai choisi un circuit intégré qui fonctionne sur le 5 volts, alors que l'autre, le SN65 LVDS34, fonctionnait uniquement sur le 3,3. Alors, j'en ai pris un qui fonctionne sur le 5, le DS90C402, ce qui nous évite d'ajouter un régulateur 3,3 volts. Vous l'avez vu, il n'y en a pas. Alors, fonctionnement 5 volts, atténuation résistive pour amener ça à un niveau LVCMOS 3,3 volts, et ça, on pourra envoyer ça dans le microcontrôleur. Il y a 2 sections dans ce récepteur. C'est un récepteur LVDS, donc technologie LVDS. Vous ferez des recherches, c'est essentiellement un bus de communication différentielle à très haute fréquence. Le signal LVDS est Low Voltage Differential Signal. Donc, il y a 2 sections, je les ai branchées en parallèle, et la deuxième section sera envoyée pour la sortie, tout simplement. Sur un LT6551, qui est une puce que j'ai utilisée. En fait, j'avais utilisé la 6550. C'est une puce qui est très bien. C'est des amplis vidéo, 4 amplis vidéo ici, qui vont donner une bonne alimentation et qui ont une bande passante très large, donc ne détériorent pas le signal. Maintenant, il y a un critère qu'il ne faut pas dépasser, c'est qu'il ne faut pas que l'amplitude d'entrée ici soit plus grande que 1,6 volts crête-crête. Et donc, j'ai mis une position ici, des positions d'atténuateur. Et il faut tenir compte, donc ajuster les valeurs ici pour s'assurer. Si par exemple, on prend directement l'OCXO et qu'on l'alimente ici, bien, il faut s'assurer qu'on ne dépasse pas 1,6 volts crête-crête. Sinon, ça risque de distorsionner ou saturer ici dans les amplis vidéo. Alors oui, on doit atténuer, donc il y aura évidemment sur la plaquette, il y aura une petite sélection, un petit cavalier qu'on va souder. C'est simplement une boule de soudure. Là, vous allez en voir, j'en ai plus dans une autre des pages. Alors on choisit si on prend la sortie carrée, ou si par exemple on avait un OCXO ici d'une belle onde sinusoïdale et qu'on veut propager cette belle onde sinusoïdale directement en sortie, c'est le choix qu'on a, là, si on veut plutôt utiliser l'onde venant de l'OCXO directement pour la distribuer. Sans question. Ceci dit, on a quand même besoin de ce récepteur LVDS parce qu'on veut une onde carrée ici allant vers le processeur. Si on regarde la partie centrale, qui est la partie microcontrôleur, on a un petit peu plus de viande ici, mais on a vu pas mal ce qu'il y avait déjà dans le circuit. Ce qui complique un petit peu les choses, c'est le choix entre STM32 Black Pill ou Blue Pill. Alors, il y a effectivement 4 cavaliers ici qui devront être configurés sur la plaquette PCB directement avec des boules de soudure. Avant de poser le STM32, vous allez voir sur la plaquette les fameux petits cavaliers qu'on doit configurer. Alors, si c'est un Blue Pill, bien, il faudra vraiment configurer d'une certaine façon. Et si c'est un Black Pill, on configurera de l'autre façon. Et ici, c'est bien marqué, là. Et ce qui est montré ici sur le schéma, c'est en position Black Pill présentement. Pourquoi on a dû faire cela? Parce que malheureusement, entre le Black Pill et le Blue Pill, la rangée de broches à la droite, et presque toute la rangée est décalée parce qu'ils ont déplacé une des broches. Donc, il faut tenir compte du décalage des broches. Sur le côté gauche du module, ça n'a pas été décalé, mais sur le côté droit, oui.
un peu agaçant, mais que voulez-vous. Bon, alors, il y a aussi nécessité d'avoir une conversion puisque cette puce a des sorties 3,3 volts, le STM32, et on prend un affichage ici LCD 5 volts, 4 lignes, 16 caractères, 16 colonnes. Moi, j'en ai pris un 5 volts. Alors, il faut faire une conversion 3,3 à 5 volts des deux signaux SDA, SCL. J'ai aussi ajouté, pour le PPS, un petit étage tampon. C'est une petite puce de 5 broches, un SOT 23.5, qui finalement donne une pleine amplitude et qui fait que ça ne perturbera pas le signal qui vient ici directement dans le STM32. Donc, on a ici un étage tampon, ce qui nous donnera une onde sortie 5 volts, 0 à 5 volts. Je n'ai pas mis de condensateur de couplage parce qu'on voudrait peut-être avoir un signal qui irait de 0 à plus 5, à 0 à plus 5 pour les impulsions. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de couplage capacitif. C'est couplé CC ici, en sortie de ce petit étage tampon. Quoi d'autre, mon Dieu? Le module GPS, c'est un connecteur, on ne fait que d'insérer, et c'est le brochage assez standard des petites mini-plaquettes GPS Neo, là, la grande majorité a cet ordre. Sinon, vous pouvez simplement passer des fils. C'est pas plus compliqué, mais je crois bien, en tout cas, que la grande majorité des plaquettes qui ont 5 broches, et non pas 4 broches, auront ce brochage qui est compatible. En tout cas, vérifiez. Et bon, j'ai une position pour brancher un UART si on veut parler au GPS pour le configurer. Il y a un connecteur possible. Pas obligé de mettre tous les connecteurs si on ne s'en sert pas. Hein. Et il y aura aussi, pour parler au STM32, un connecteur aussi, pour brancher un convertisseur UART à USB, encore une fois, ici, pour parler directement à la puce. Quoi d'autre? J'ai ajouté un bouton d'effacement des alarmes. C'est simplement une mise à la masse de la broche 37, un B9 ici, là, la broche 37. Alors, c'est sur la plaquette. Si jamais vous ne voulez pas être obligé d'aller vous connecter avec le PC, puis envoyer la commande pour effacer les alarmes, vous pouvez vous ajouter un bouton poussoir sur le devant de l'appareil et appuyer, ce qui élimine l'historique des alarmes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette page? J'ai ajouté aussi une sortie pour la broche PPS, la LED qui clignote, si jamais vous voulez utiliser une LED en frontale de votre appareil. Vous pouvez en mettre une. C'est la broche 13, le PC13, comme tous les Arduino. Bon, maintenant, le dernier bloc, c'est la partie DAC et amplification et décalage. Alors, j'ai essayé de construire un circuit qui est le plus universel possible, tout simplement pour accommoder les différents types d'OCXO et donc les différents types de V-Tune, la plage d'ajustement de la tension V-Tune. Alors, dépendamment de l'OCXO que vous avez, vous choisirez les configurations en configurant R11, R12, ainsi que les cavaliers JP3, JP2 et JP1. Je vous donne ces informations, ainsi que C12 qui est ici. Alors, dépendamment que vous avez besoin d'un ajustement 0 à 5 volts, ou peut-être 0 à 8, ou peut-être 0 à 10 sur le V-Tune, ou moins 5 à plus 5 pour les OCXO HP, le circuit permet de le faire, à condition bien sûr que vous y ameniez, si nécessaire, une alimentation externe. La VA externe positive et la VA externe négative. Alors, c'est le choix que vous devrez faire, donc la configuration en fonction de l'OCXO que vous avez. Si vous avez un OCXO alimenté sur 5 volts, il est fort à parier que la tension d'ajustement sera de 0 à 5. En tout cas, 0 à 4, mais probablement 0 à 5. Alors, à ce moment-là, c'est simplement la configuration par défaut, celle qui est montrée justement sur le schéma. Vous analyserez cette table comme il faut pour être certain de bien configurer. Il y a un étage ici, tampon, et un étage de gain. Entre les deux, j'ai mis un petit filtre passe-bas ARC à un ordre. Alors, vous pouvez le mettre très, très bas, ce filtre, puisque de toute façon, même si la tension prend un certain temps à monter ici à cause du filtre, j'alloue dans le soft un 5 secondes de stabilisation du circuit. Donc, avant de commencer à compter les pulsations pour donc la mesure de la fréquence. Donc, vous pouvez mettre le filtre ici à la valeur que vous voulez. L'idéal, c'est peut-être de le mettre plus bas que le secteur, donc 50 Hz, 60 Hz. Là.
C'est l'idée derrière cela. Au niveau du choix des amplis, j'y reviens. Et au niveau du choix du DAC aussi, j'y reviens. Le DAC est configuré en SPI, bus SPI sur la plaquette. C'est un DAC qui peut rouler soit en SPI, soit en I2C. Mais disons, moi, j'ai utilisé le SPI puisque j'ai voulu dédier le I2C à l'affichage, tout simplement. Je n'ai pas utilisé le même bus I2C pour le DAC. Je voulais éviter de produire beaucoup d'activités sur le côté numérique de la puce. Je voulais simplement que tout soit statique et mort, sauf lorsqu'on fait un ajustement de DAC. Alors, j'ai séparé les deux bus pour éviter de propager du bruit ici à haute fréquence. Alors, parlons du DAC. Le choix que j'ai fait, moi, c'était le DAC Texas Instruments DAC 80501 ou le DAC 70501. Alors, pourquoi le DAC 80501? D'abord, c'est un DAC de 16 bits à une seule sortie. Il possède, le DAC, une référence interne qui est quand même assez bonne. Donc, assez stable et déjà intégrée. On n'a pas besoin de mettre une référence externe. Je vous ai mentionné qu'on avait le choix entre SPI et 2C. Le prix était quand même raisonnable, moins de 10 $ américains. Et là, je vous avise, quand vous commencez à regarder les DAC 16 bits, vous allez voir que les prix, ça monte vite. Des 15, 20, 25, 30 $, ce n'est pas rare. Donc, le DAC 80501, à moins de 10 $, il y a 8 ou 9 $, je ne suis plus certain, là, mais c'est vraiment dans les moins chers et en plus, il rencontre toutes les exigences du circuit. Donc, c'est celui que j'ai choisi, que je vous recommande. Vous allez certainement vous dire pourquoi ne pas prendre un DAC audio et ainsi de suite. C'est votre choix si vous voulez changer de DAC, mais vous allez tomber souvent avec un bus I2S plutôt qu'un bus I2C, ce qui est un peu plus complexe à gérer. Certaines puces ne font pas les librairies et ainsi de suite. Il y a d'autres limites aussi. Le DAC n'ira pas de 0 à 5 volts. Vous allez devoir mettre une alimentation plus élevée que 5 volts pour arriver entre le 0 et le 5. Des fois, il y a des DAC qu'on appelle les DAC multiplicateurs. Et c'est une caractéristique qui n'est pas requise, qui n'est pas nécessaire. Et donc, finalement, là, moi, je vous conseille de choisir le DAC 80501. Malheureusement, c'est un boîtier MSOP ou VSSOP 10 qui est très petit au niveau du brochage. C'est un 10 broches, il n'y a pas beaucoup de broches, mais il est très petit. C'est le prix à payer, le deuxième prix, si on peut dire, à payer, en plus du prix lui-même. Bon, alors, le DAC 80501 à 16 bits, moi, je vous le recommande pour tous les OCXO et définitivement pour les OCXO haut de gamme comme le MV89A ou les OCXO de HP. Donc, Morion MV89, qui est le plus cher, là, plus de 100 $, je vous le recommande. En fait, je vous le recommande pour tous vos OCXO, tout simplement parce que la différence de prix entre celui 16 bits et celui 14 bits n'est pas très grande, c'est peut-être 2 $, je crois. Donc, aussi bien acheter le 16 bits tout de suite, si jamais vous voulez améliorer votre système plus tard et mettre un OCXO de meilleure qualité, bien, vous aurez déjà le DAC à 16 bits. Alors, je vous le recommande, mais par contre, les quantités sont assez limitées. Il y a eu une période durant le mois de mars où il n'y en avait pas en stock à nulle part. Présentement, il y en a de disponibles chez DigiKey et allez au plus vite, faire votre commande de pièces pour vous acheter le DAC 80501 ou même le DAC 70501. Malheureusement, les DAC font partie des puces qui sont très en demande et où il y a présentement beaucoup d'épuisement de stock dû aux contraintes de marché présentes, là, il y a beaucoup de pièces qui sont en souffrance. Donc, allez, présentement, il y en a. Sinon, ça va aller à l'été ou à la fin de l'été pour en avoir d'après DigiKey, d'après les dates qu'ils nous donnent. Alors, allez-y, il y en a quelques centaines de disponibles. Bon, alors, pourquoi pas le 70501? Ben, c'est 14 bits. C'est exactement identique au DAC 80501 au niveau du brochage, au niveau de l'adressage interne, les caractéristiques, sauf le nombre de bits en sortie, ils en ont fait sauter 2 de poids inférieur. Alors, c'est correct avec tous les OCXO, c'est bien correct, bien suffisant avec les OCXO d'entrée de gamme que je vous avais donnés, là. Je vous dirais peut-être insuffisant pour les OCXO haut de gamme. Ça nous amène dans les 10 à la moins 11, mais les sauts, les ajustements pourraient être peut-être malheureusement un peu trop grossiers. Ça pourrait nous faire des sauts un peu trop grands et nous faire sortir des 10 à la moins 11 et nous tomber dans les bas 10 à la moins 10. Donc, avec haut de gamme,
je vous le recommande moins, même si pour vous, dans les 10 à la moins 10, c'est suffisant comme qualité de référence, ben, prenez le DAC 70-501, mais comme je vous dis, tant qu'à y être, pour 2 $ de plus, allez-y donc avec le 16 bits. Quoi qu'il en soit, le firmware est compatible avec les deux. Bon, maintenant, ne prenez pas le DAC 60-501 qui est identique aux deux autres, sauf que c'est un DAC à 12 bits. La résolution est définitivement insuffisante pour le système qu'on a ici. Un autre petit critère qu'on n'a pas à se préoccuper, il y a deux versions disponibles de ces DAC, c'est lors de l'allumage, est-ce que le DAC prend la position médiane sur toute sa plage d'ajustement ou il part à 0? Et c'est donc une lettre, dans le suffixe de la pièce, il y a une lettre, c'est soit Z ou M. Ça n'a aucune importance. Prenez celui qui est disponible ou le moins cher, puisque le firmware, de toute façon, va positionner, dès qu'on allume le système, va positionner le DAC dans la fonction Setup à mi-chemin. Donc, ce n'est pas un critère important dans ce cas-ci. Maintenant, au niveau de l'ampli opérationnel, ce que je vous donne ici, c'est mes recommandations. L'important, c'est que le circuit fonctionne, bien sûr. Mais il y a des critères de compatibilité que je recommande et il y a même des contraintes si vous utilisez ma plaquette à moi là, de mon projet. Alors, la première grande recommandation, et même on dira que c'est une contrainte, c'est que vous devriez choisir un ampli opérationnel qui fonctionne de rail à rail. Sinon, vous allez manquer les extrémités d'ajustement pour le 0,5 V. Si vous avez besoin de moins 5 à plus 5, peut-être que vous allez être correct avec un ampli qui n'est pas rail à rail, mais c'est beaucoup plus simple de prendre un ampli rail à rail, et donc que la sortie et les entrées peuvent aller jusqu'au niveau de l'alimentation supérieure et vont descendre jusqu'au niveau de l'alimentation inférieure. Okay? C'est ça qu'on dit par rail à rail. Maintenant aussi, il y a des contraintes. L'alimentation V+, moins l'alimentation V-, donc la différence entre les deux alimentations, ben, ça devra être au minimum de 5 volts CC. Particulièrement pour une configuration, lorsqu'on ajuste le V-tune de l'Osexo entre 0 et 5 volts, ben, au minimum, on a besoin de 5 volts avec un ampli rail à rail. Et la tension maximum que l'ampli pourra soutenir, ben, il faudra que ça soit au moins aussi grand ou égal au maximum du V-tune de la tension de l'Osexo. Alors faites attention parce que beaucoup d'amplis rail à rail ont souvent des alimentations un petit peu plus basses comme limite que les amplis communs qu'on voit souvent qui vont jusqu'à 24-30 volts. Là. Dans le cas des rail à rail, c'est souvent un peu plus restreint, par exemple plus ou moins 5 à plus ou moins 12 ou 0 à 5 à 0 à 12. Pas plus haut que 12, donc ça peut aller dans notre circuit, mais il faut juste quand même vérifier. Il y en a qui peuvent même arrêter à 6 volts. Donc, pour 0,5 volts, ça va être parfait. Mais il faut quand même comprendre cela, que si on veut aller plus haut en V-tune, ben, on a un problème ou si on veut appliquer une tension plus élevée. Donc, attention, regardez les spécifications des amplis opérationnels que vous allez choisir de ce côté-là. Et l'ampli, c'est pas mal le cas, la plupart des amplis aujourd'hui, avec une charge capacitive pas trop élevée, qui doit être stable lorsqu'en gain unitaire. Donc, lorsque le gain est de 1, ben, l'ampli doit être stable, ce qui est habituellement le cas. Mais quand même, vérifiez. Maintenant, si vous allez monter les ampli-up sur ma plaquette, ben moi, j'ai choisi un double ampli avec le brochage classique dans un boîtier SO8. Montage en surface, mais quand même assez grossier, SO8. Là. Alors, c'est un double ampli avec ce brochage classique. La grande majorité des ampli-up doubles, assez communs, rail à rail, et ainsi de suite, vont suivre ce brochage, mais quand même, surveillez. Alors, boîtier SO8 aussi, que j'ai pris. Donc, si vous voulez aller avec un boîtier DIP, vous devrez refaire une plaquette à votre goût. Maintenant, je vous donne des suggestions, mais il y en a bien d'autres. Moi, je vous suggère l'OPA 2705, version UA, ou le OP279 GSZ, ou le LM6132, soit AIM ou BIM. J'y vais par ordre de prix. Le moins cher, c'est définitivement le OPA 2705. Le LM6132, je vous le donne. Pourquoi? Ben, il est assez cher. Il approche le 10 $, je crois. Mais moi, c'est ce que j'ai utilisé. Il fonctionne bien. Mais je vous le donne. C'est une possibilité si vous êtes vraiment mal pris. Vous voulez y mettre le prix, ben, allez-y.
Le LM6132, j'en ai plusieurs en stock, donc je l'ai pris. Mais si l'ampli, hop, rencontre ce brochage et rencontre ces exigences, ben, il sera compatible sur le projet, sur ma plaquette même. Alors, voilà, ça fait le tour au niveau de la présentation. Maintenant, on va aller voir la plaquette elle-même. Voici donc la plaquette PCB complétée. Et l'emplacement général des composants majeurs est le suivant. Le GPS sera ici, avec son connecteur SMA qui va se pointer ici. Donc, j'y ai installé son connecteur ainsi que des trous de montage pour solidifier l'ensemble. Le STM32 se trouve ici, avec son connecteur USB pointant ici à gauche aussi. Ici, on pourrait s'imaginer que c'est l'arrière du projet. Ici, c'est l'avant, avec, entre autres, toutes les sorties 10 MHz et la sortie 1 PPS se trouvant ici vers l'avant, ainsi que l'affichage LCD et aussi le bouton pour effacer les alarmes. Et même la LED de 1 PPS se trouve toutes ici. Je retourne en arrière, j'y ai mis l'entrée d'alimentation qui est unique ici, qui permet d'envoyer la tension à deux régulateurs, nos deux régulateurs 5 volts. Le premier étant ici pour la partie analogique et le deuxième étant ici pour la partie numérique, ce que j'ai appelé digital, là, qui se distribue partout dans cette section-ci, puisque oui, la section qui est ici, dans le bas, c'est la partie numérique et la section qui est ici dans le haut, c'est la partie analogique. Et vous voyez que le plan de masse de la partie analogique a été découpé. Ce qui est en vert, c'est le plan de masse inférieur. Vous voyez que j'ai découpé, sauf un petit point d'entrée ici et un petit point d'entrée juste ici en dessous, qui est caché par la couche supérieure. Alors, ce sont les deux points d'entrée. Le but de détacher le plan de masse, sauf à ces endroits, c'est de tenter de diminuer le bruit des circuits numériques dans la partie analogique, c'est-à-dire notre DAC et nos amplis opérationnels. Donc, c'est optionnel. Je l'ai fait. J'aurais pu m'en priver. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment réussi à ségréguer toute la partie analogique dans un coin de la plaquette ici et que les courants numériques se trouvent à circuler beaucoup ici et n'auront pas tendance à aller se propager ici, tout simplement. Donc, le bruit n'aura pas tendance à aller rejoindre cette section ici. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Alors, je l'ai fait. J'ai fait une ségrégation du plan de masse. Le reste du plan de masse est continu pour la plaquette. Et ici, c'est donc une seule masse qui couvre tout le reste. Bon, j'ai, assez évident aux yeux, j'ai ajouté une zone de prototypage où vous pourriez, si vous le vouliez, installer votre OCXO. Parce que oui, même le MV89A logerait tout juste, mais il logerait quand même ici. Je ne sais pas que je recommande nécessairement de mettre votre OCXO ici, mais si vous avez des contraintes, comme par exemple les plus petits, les OCXO d'entrée de gamme vont facilement entrer ici, vous pourriez même, à la rigueur, mettre un régulateur de tension avec un dissipateur de chaleur juste à côté ici. Ou le mettre ici et le visser sur un boîtier qui serait tout proche. En tout cas, je vous ai inclus une zone de prototypage. Vu du haut, ces trous ne sont pas connectés. Ils sont plaqués, mais pas connectés. Mais en dessous, ils ne sont pas connectés non plus, mais il y a quand même le plan de masse qui passe entre les trous. Donc, d'aller chercher une connexion à la masse, c'est très facile. On n'a qu'à souder une boule de soudure et on a notre connexion à la masse, de fait. Sinon, on fait attention quand on soude nos pièces, particulièrement sur la face intérieure, là, pour ne pas que la soudure fasse un pont, si on n'en veut pas, vers le plan de masse. Bon, alors quoi d'autre de mentionner sur la plaquette? Les alimentations additionnelles externes que vous pourriez avoir besoin si vous utilisez un OCXO qui fonctionne à plus que 5 volts, par exemple, elles sont ici, avec deux gros condensateurs, des positions pour des condensateurs électrolytiques, et elles sont amenées ici tout simplement ces tensions. Alors, il y a quand même des cavaliers qu'il faut configurer, je vous l'ai mentionné. Tant qu'à être dans cette section-ci, je vais tout de suite vous montrer les cavaliers à configurer pour la partie analogique. Il y en a un ici, il y en a un autre ici, JP3. Ici, c'est JP... Attendez, je vais mettre... voilà. JP1 qui est ici. Il y a JP2 qui est ici. Donc, il faut quand même vous assurer de configurer les cavaliers correctement, convenablement. Et l'idéal, ça serait de le faire avant de poser les pièces dans cette partie-ci. Mais surtout,
dans la partie du STM32, c'est absolument essentiel que vous le fassiez avant de poser le STM32 parce que les cavaliers sont sous le STM32. Donc, il y en a 4 à faire. J'ai mis des flèches. J'ai même mis une note configurée JP5, 6, 7 et 8 avant d'installer le STM32. Ici, ici, ici et ici, vous devez mettre les fameuses boules de soudure pour choisir si c'est black ou blue pill que vous allez poser sur la plaquette. Alors, ce n'était pas nécessaire de les mettre visibles parce que, bien sûr, une fois qu'on a soudé notre processeur, on ne change pas ces configurations. Donc, étant donné les contraintes d'espace sur la plaquette et que je ne voulais pas non plus devoir envoyer tous ces signaux sur la face inférieure, j'ai tout simplement décidé de mettre les emplacements sous la pièce. Donc, attention, configurez avant de poser votre STM32 sur cette plaquette. Bon, je pourrais vous parler du plan de masse inférieur. Alors, je vous montre le rendu KiCad du projet, ce qui nous permet de mieux voir la face inférieure. Et la voici. Je vous ai parlé qu'il y avait un plan de masse qui est continu. Alors, vous le voyez ici très clairement avec un dégagement pour le vernis d'épargne, le résiste de soudure. Alors, vous voyez aussi très bien la ségrégation du plan de masse. Donc, point d'entrée juste ici et ici aussi. Juste à l'endroit où l'alimentation arrive sur la plaquette, il y a une connexion ici du plan de masse. Alors, ce que je voulais vous montrer en particulier, c'est j'ai vraiment tenté d'éviter de morceler le plan de masse, autre que, évidemment, le morcellement que j'ai fait ici. Alors, j'ai gardé au minimum les pistes, le nombre de pistes qu'il y a sur la plaquette. Et comme vous voyez, c'est quand même assez réussi, dans le sens où il n'y a pas de grandes pistes qui viennent découper le plan de masse et qui empêchent faire un bon travail au niveau des courants de haute fréquence. Et j'ai pris soin aussi d'isoler, étant donné que ce plan de masse, je le veux un peu séparé, j'ai isolé le trou de montage du reste du petit plan de masse juste ici, alors que les autres trous de montage sont bien sûr connectés à la masse directement. Alors, les pièces traversantes vont être soudées, bien sûr, ici en dessous. Le reste des pièces, ce sera sur la face supérieure. Et justement, je vous parlais des 2 condensateurs additionnels pour les alimentations externes. Leur emplacement est ici. Et il y a aussi celui pour le plus 7 à plus 9 volts qui devient plus 5 digital, numérique, et plus 5 analogique. Donc, ce sont les grosses pièces. Alors, ça fait assez le tour du projet. Maintenant, vous allez voir le résultat final monté dans le boîtier. Alors voici la plaquette, toute assemblée et montée dans mon boîtier. C'est le boîtier que j'avais dans ma génération 1 de ma référence par GPS des années 2000. Alors j'ai enlevé l'ancien circuit et j'y ai simplement installé le nouveau. Et j'ai gardé le MV89 qui était déjà sur une plaquette comme ça que j'avais monté, plaquette prototype. Alors, tout est relié, le signal 10 MHz. Moi, j'y ai installé un connecteur SMB, juste ici, sur la zone de prototypage, que j'ai bien sûr branché sur l'entrée 10 MHz. Et voilà, ça relie les deux. Il y a le V-Tune, donc la tension d'ajustement d'OCXO. C'est un petit câble coaxial qui est ici. L'alimentation, ici, je lui applique 8 volts en entrée. Et ce qui produit le 5 volts pour la partie numérique, digitale, et 5 volts analogique. Le GPS est monté juste ici, avec 2 entretoises. Je vais vous montrer un plan de côté, vous allez pouvoir voir mieux. Et la connexion SMA qui, elle, vient jusqu'au boîtier ici, et qui sort à l'extérieur, à l'arrière. Il y a aussi mon régulateur 8 volts, qui est juste ici monté à l'intérieur. C'est un régulateur TO3 ajustable que j'ai ajusté à 8 volts. Et c'est lui qui vient alimenter ici la plaquette. C'est un gros régulateur. J'y ai mis des ailettes, comme vous voyez juste ici. Et il n'est vraiment pas chaud. Il est tiède. J'ai laissé les anciens connecteurs RS232, je ne m'en sers plus, mais qui sait, peut-être à un moment donné, j'aurai besoin d'envoyer quelques signaux à l'extérieur, donc je pourrais le faire par ici. Par exemple, le 1 PPS, je pourrais très bien l'injecter sur un de ces connecteurs. Et j'ai un fusible
que j'ai mis pour protéger l'ensemble, c'est-à-dire le 12 volts arrive ici et il est fusible. Ça va vers l'interrupteur à l'avant de l'appareil et ça retourne et ensuite jusqu'au régulateur 8 volts juste ici et la distribution ensuite se fait. Il y a un régulateur 5 volts au fond ici, je ne sais pas si vous le voyez bien ou pas, là. Il est juste ici. Je l'ai laissé. Il y avait déjà un régulateur dans le projet, 5 volts, qui servait à alimenter autre chose dans le projet. Alors, j'en ai pas besoin, mais je l'ai laissé. Je me suis dit, tiens, si jamais j'utilise un OCXO 131 là, de Isotemp, je pourrais l'installer ici et j'aurais besoin de son alimentation 5 volts et elle est ici. Une alimentation séparée, comme je vous ai mentionné, pour l'OCXO. L'OCXO n'est pas alimenté par la plaquette ici. La plaquette s'auto-alimente elle-même, mais elle n'alimente pas les autres composants à l'externe. Bon, quoi d'autre à mentionner? Oui, j'ai des entretoises partout, je vous l'ai mentionné. La plaquette est montée sur des entretoises en métal. Et vous avez ici, je vous avais mentionné les entretoises, 2 entretoises pour le GPS ainsi qu'un connecteur. Et tout ça est très rigide, ça ne bouge carrément pas, même si c'est soutenu seulement à cette extrémité ici. Et pour l'allure de la devanture, je vous la montre dans quelques instants. Maintenant, je vais juste zoomer sur la plaquette un peu. Je comprends que le choix d'utiliser du montage en surface, pour certains, c'est un peu compliqué au niveau de la pose des pièces, problème de dextérité ou avec l'âge parfois, la vision. Mais dans un projet comme celui-ci, c'était bien difficile d'éviter les meilleurs choix, les meilleures puces possibles pour le projet. Donc, on se devait, entre autres avec le DAC, on se devait d'y aller avec un DAC en petit format VSOP ou MSOP, j'oublie toujours, là, mais c'est du 10 broches extrêmement fin. Même chose pour le LT6551 qui est juste ici. Même format tout petit. Évidemment, quand on soude, on ne fait que toucher l'extrémité avec beaucoup de flux. La soudure coule jusqu'aux pattes et on n'essaie pas d'en mettre par-dessus les pattes. C'est vraiment pas la façon de faire pour ce genre de petites pièces. Si c'est trop petit pour vous, peut-être pourriez-vous demander à un ami qui serait capable de vous le faire. Sinon, il y a du SOT23 pour les transistors. Les résistances condensateurs, c'est du 1206. Donc, c'est la version la plus grosse qui existe pour des résistances d'un quart de watt là, au niveau du montage en surface. On en voit de moins en moins d'ailleurs dans les appareils professionnels. Du 1206, c'est considéré comme étant trop gros, imaginez. Alors, ouais, 1206 un petit peu partout. Même chose ici, l'ampli-up, je vous avais dit que c'est un SOIC 8, donc un 8 broches double ampli-up, il est juste ici. Et bon, les 2 régulateurs soudés en surface. Et les condensateurs, c'est quasiment les pièces les plus grosses. Alors moi, je n'ai pas monté, vu que je n'ai pas besoin des alimentations externes avec mon MV89, ben, je ne les ai pas montés ici. J'ai du 12 volts qui va directement au MV89 donc pas besoin d'alimentation externe. Plus que 0,5, c'est suffisant pour faire fonctionner le MV89A, même si en réalité ça devrait être 0,8 d'après la fiche technique, j'y vais de mémoire. Le 0,5 donne suffisamment de portée pour aller chercher le centre de l'oscillateur. Voyez-vous, le DAC présentement il est à 34 300, donc il n'est pas centré mais très près. Le centre étant 32 767 bien sûr. Alors voilà pour l'intérieur. C'est assez dénudé, mais il y a de l'espace pour de l'expansion et c'est ce que je voulais si jamais je veux ajouter autre chose. Alors maintenant, je vous montre en terminant la façade de l'appareil. Alors voilà, à l'avant, bien j'ai mis un interrupteur allume-éteint. Ça pourrait être à l'arrière pour éviter d'y toucher par erreur, mais moi je l'avais déjà mis en avant. J'ai mis les 4 sorties 10 MHz à l'avant. J'ai toujours pas fait les inscriptions encore. Hein. Le lettrage est à faire, je ne l'ai pas fait encore. Et j'ai fait un gros trou pour l'affichage de 4 lignes 20 colonnes. À l'écran, le contraste n'est pas très grand. Je vous dirais qu'en réalité, c'est bien meilleur que ce que vous voyez. J'ai pris un affichage bleu. Et bon, le trou... Ça, c'est un boîtier en acier, s'il vous plaît. Assez pénible
à découper. Alors à l'avant ici, j'ai une plaque en aluminium. J'ai évidemment tout repeinturé l'ensemble, mais il y a une petite plaque en aluminium mince qui cache la plaque en acier à l'arrière. Il a quand même fallu que je découpe dans l'acier et dans l'aluminium, bien sûr, pour l'affichage. Et pas plaisant de découper l'acier. Si vous avez la possibilité d'utiliser un boîtier en aluminium, allez-y plutôt en alu. Pas mal plus facile. Donc voilà, agencement simplifié de la face frontale. Oui, un peu long comme vidéo, mais malgré tout, je suis allé vite. Je vous conseille de contenir votre projet dans un boîtier métallique fermé, du genre comme celui-ci. C'est de la récup. Ça augmente la masse thermique et donc ça ralentit les variations de température, ce qui donne une meilleure chance à l'OCXO d'ajuster sa température intérieure en fonction des variations extérieures de l'environnement. Et comme je vous l'avais mentionné, songez à augmenter l'isolation autour de l'OCXO. Cherchez des matériaux. Dans les centres de rénovation, il y a des matériaux très minces qui sont très efficaces au niveau de l'isolation. Autre rappel, je vous recommande d'éviter d'utiliser des alimentations à découpage dans le projet. Ça permettra d'éviter la transmission de bruit potentiel à haute fréquence dans le système. Parce qu'on cherche bien sûr à avoir une référence 10 MHz la plus propre possible. J'ai produit une liste de composants pour faciliter la commande des pièces du projet. Vous la trouverez, ainsi que toute l'information de conception jusqu'à aujourd'hui, dans le fichier zip du projet. Et vous trouverez ce fichier zip sur le site web bidouilleur.ca dans la section « Les fichiers d'électrobidouilleur ». Si ce projet vous intéresse, je vous suggère fortement de suivre les fils de discussion du projet sur le forum électrobidouilleur. Vous y trouverez peut-être des réponses à quelques embûches que vous pourriez rencontrer dans votre implémentation, comme par exemple problème de compilation du programme. Et certains participants parlent même d'achats groupés. Et si cela se produit, vous en saurez plus sur le forum. Je fournis un lien vers la section pertinente du forum dans la description ci-dessous. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter l'implémentation logicielle et la fonctionnalité générale, entre autres l'interface usagée, de la solution finale. Donc, demeurez aux aguets pour la suite. Et la meilleure façon de ne rien manquer, c'est bien sûr de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci de votre soutien et à la prochaine!